Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire qui va vous parler du MAS et pour lequel nous aurons trois temps particuliers. Un premier avec la participation et une intervention de Monsieur Laurent Chevreau du CEREMA, directeur d'études MAS et mobilité servicielle, qui nous a beaucoup d'ailleurs aidé dans l'organisation de ce webinaire et je tiens particulièrement à le remercier pour ses apports et le contenu et son implication dans l'organisation de cette matinée. Nous aurons un deuxième temps où nous aurons Madame Valérie Joyeux de la région Pays de la Loire qui viendra nous présenter le service Destineo et notamment son intégration dans le MAS régional. Et enfin, nous aurons un troisième temps de présentation avec Monsieur Félix Legendre, directeur marketing et relations clients chez Irigo, service de la RATP notamment. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il peut être intéressant et pertinent d'apporter un petit rappel en fait de définition de ce dont on va parler aujourd'hui. Alors pour lancer cela, une première définition, donc la masse, c'est une quantité importante de matière compacte sous forme définie. Une masse de terre. Ah, mais pardon, là, je fais une erreur. Je pense que je suis un peu à la masse sur le coup. Trêve de plaisanterie, vous n'êtes pas là pour assister à un spectacle de Raymond DeVos et je ne prétends pas avoir ses qualités en matière d'humour et de jeu de mots. Non, je vais revenir plus sérieusement sur une vraie définition du MAS, qui est donc un service permettant en fait de planifier, de réserver et de payer ses moyens de transport et besoins de mobilité. Le MAS permet d'ailleurs Mobility as a Service, voilà la signification de cet acronyme, et donc la mobilité en tant que service. On n'est plus sur des notions de propriété forcément de véhicules, mais de fournir un service pour aller d'un point A à un point B qui peut mêler plusieurs combinaisons de moyens de transport, qu'ils soient publics ou privés. Un des objectifs majeurs des solutions MAS est la réduction de ce qu'on appelle l'autosolisme des voitures individuelles en fait, présentes sur la voie publique. Et également, le MAS permet d'orienter ses choix de mobilité en fonction d'un certain nombre de critères que vous pouvez définir. Des critères qui peuvent être liés au coût d'un déplacement, qui peuvent être également liés à son temps de parcours pour aller de ce fameux point A au point B. Également, des critères qui peuvent être des critères liés à un confort d'usage. Et également des critères bien évidemment environnementaux pour calculer ou orienter vos choix de mobilité en fonction des impacts environnementaux que ces derniers peuvent avoir. Voilà une notion assez globale de ce que peut être le MAS pour vous planter un peu le décor. Et maintenant, je pense qu'il est plus intéressant pour vous de rentrer dans le vif du sujet et d'avoir les présentations de nos intervenants et de commencer avec notamment l'intervention de M. Laurent Chevreau sur la présentation d'un benchmark des MAS français avec certains focus spécifiques qui pourront vous être proposés par la suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les faire remonter dans le chat. On fera de notre mieux pour y répondre, que ce soit à l'issue de chaque présentation ou en fin de webinaire. Donc, M. Chevreau, je vous propose de prendre la main sur la présentation. Et voilà, on voit votre écran. Maintenant, on vous voit également. Bonjour à tous. Et on vous entend. Voilà. C'est parfait. Tout a l'air de bien marcher. Eh bien, bonjour à tous. Merci de votre invitation et merci à tous les participants. Donc, effectivement, je travaille au CEREMA. Donc, le CEREMA, c'est un établissement public qui travaille sur tous les thèmes de l'environnement et du ministère de l'écologie et notamment sur la mobilité. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui du MAS. Alors, Thibaut parlait de la masse. Moi, j'avoue que j'ai plus l'habitude de dire le MAS, un peu comme le ou la Covid, hein, chacun sa préférence. Voilà, donc Mobility as a Service, en tout cas. Et vous parler un peu déjà du concept et des enjeux qu'on peut raccrocher au MAS. Et puis ensuite, voir un petit peu quelques exemples en France de la manière dont ça peut se mettre en œuvre et se décliner sur le territoire. Alors, pour commencer, déjà sur la définition du MAS,
Donc, on voit qu'il n'y a pas une définition communément admise, hein. Chaque acteur utilise un peu le terme de masse en fonction de ce qui l'arrange, mais globalement, comme le disait Thibaut, c'est l'idée d'avoir un compte unique et un outil unique pour avoir accès à un panel de services de mobilité qui peut passer notamment par le numérique, mais pas forcément uniquement, avec la possibilité de s'informer, mais aussi de pouvoir acheter et d'accéder aux différents services. Donc, en fait, on va avoir plusieurs niveaux d'intégration par rapport à cet idéal de masse. On n'a pas forcément une définition précise, comme je vous le disais. On préfère parler de différents niveaux d'intégration et regarder au cas par cas chaque système pour le caractériser. C'est un peu ce qu'on fait dans l'observatoire du MAS. Et donc, on peut ici voir les différents niveaux d'intégration. Donc, c'est un peu schématique, mais globalement, le premier niveau, c'est l'intégration de l'information. On va avoir des services qui donnent de l'information multimodale sur plusieurs services de mobilité. Ensuite, le niveau 2, c'est de pouvoir agréger la fonctionnalité de paiement et de proposer l'achat de titres de mobilité ou d'abonnement sur les outils. Et ensuite, le niveau 3 ou 4, ça va être d'avoir une vision plus globale, avoir à la fois un compte unique multimodal ou un abonnement multimodal, et de pouvoir intégrer ça avec les politiques publiques, de faire en sorte que l'outil soit conçu, soit designé pour inciter à des changements de comportement, comme on l'évoquait tout à l'heure, en vue d'un report modal ou de l'atteinte d'objectifs publics. Donc, en fait, cette intégration, ces différents niveaux d'intégration, il faut aussi les voir en fonction des différents services de mobilité. Et, classiquement, on a tendance à dire que le MAS, c'est à la fois une intégration fonctionnelle, comme on vient de le dire, mais c'est aussi une intégration modale ou une intégration multimodale. Et quelque part, on a toujours cette double tendance, notamment de la part des AOM. Il y a l'intégration fonctionnelle, quelque part, c'est le fait que l'autorité est quelque part un peu obligée de satisfaire aux attentes de numérisation des systèmes et d'avoir un outil tout en un pour l'ensemble des fonctionnalités qui correspond un peu aux attentes de la population, des usagers, d'avoir un outil où on peut s'informer, acheter un titre et accéder aux services avec son smartphone, par exemple. Et également, les AOM, notamment avec la LOM et leurs nouvelles compétences sur l'ensemble des services de mobilité, ont quelque part une légitimité à proposer des outils multimodaux, des outils qui permettent de donner à voir à minima l'ensemble des services de mobilité, donc ils ont la compétence ou la charge. Et en fait, on va avoir du coup le MAS, c'est un petit peu un concept qui va être en haut à droite. Donc, c'est quand on intègre toutes les fonctionnalités et tous les services de mobilité, on va quelque part atteindre le MAS. Mais au final, chaque service va se diriger à sa propre vitesse, avec sa propre priorisation entre les fonctionnalités, entre les services de mobilité. Et donc, on n'a pas du tout un seul chemin vers le MAS. C'est chacun qui va aller vers le MAS à son rythme, en fonction de ses contrats, en fonction de ses outils, en fonction de ses objectifs. Donc ça, c'est assez important. Et ensuite, on va avoir différentes approches. Donc, on parle beaucoup du smartphone, mais ce n'est pas le seul support qui va permettre d'accéder aux services de mobilité. L'idée principale du MAS, c'est d'avoir un compte unique multimodal. Et donc, dans certains cas, comme à Strasbourg avec le Pass Mobilité, ou même à Montpellier et Mulhouse, on voit qu'on a un usage selon les services à la fois partagé entre le smartphone pour y accéder ou la carte billettique. Et puis, on a aussi différentes approches sur la temporalité du paiement. Dans certains cas, on va avoir des abonnements, des forfaits qu'on va payer avant. Parfois, on paye à l'usage au moment où on se déplace, on paye as you go. Et dans d'autres cas, comme à Mulhouse, on a du post-paiement où à la fin du mois, le système va comptabiliser l'ensemble de vos consommations, de vos usages, donc de vos consommations sur les différents services, et va vous faire une unique facture multimodale. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, avec ces différentes formes de masse, quelque part, il faut se demander pourquoi on veut faire un MAS, quel est l'objectif. Et donc, bien sûr, en fonction de
de l'acteur qui va porter la plateforme de masse, on va avoir des objectifs différents, hein, c'est un masse privé ou un masse public. Donc, les objectifs environnementaux de réduction de la voiture solo arrivent souvent en tête, mais selon les types de territoires, on va aussi avoir les objectifs, les questions d'attractivité du territoire, de services rendus aux habitants, de proposer des solutions pour les exclus de la mobilité qui n'ont pas forcément accès à la voiture. Et puis, parfois, certains dispositifs essaient d'en faire un outil d'aide au pilotage des mobilités en temps réel. C'est encore peu présent, mais ça commence à se développer. Et bien sûr, pour les acteurs privés, la rentabilité économique est un objectif important, même l'objectif principal. Donc, en termes de gouvernance, il y a la question pour les acteurs publics de qui doit le porter. Est-ce que c'est plutôt l'opérateur ou l'AOM? Et du coup, est-ce qu'on l'inclut dans la DSP ou pas? C'est une question qui est posée. En tout cas, la réponse est différente selon les territoires. Et en lien avec cette question des objectifs, il y a la question des publics cibles. Donc, bien sûr, la plupart des services, notamment portés par les acteurs publics, vont chercher à couvrir tous les citoyens, à minima les habitants du territoire, mais il est parfois pertinent de cibler d'avoir des cibles prioritaires et pour pouvoir construire le MaaS à la fois dans le design de l'application, mais aussi dans les tarifications, de pouvoir proposer des choses adaptées au public cible prioritaire et du coup répondre plus facilement aux objectifs fixés. Là, vous voyez quelques exemples de public cible entre les usagers réguliers, comme à Montpellier par exemple, les déplacements professionnels comme le nouveau MaaS de Grenoble, dont on parlera un peu tout à l'heure, une approche à l'international qui est parfois plus sur les touristes ou sur les familles, comme en Suède. Donc voilà, à chaque fois, chaque système va avoir des particularités et on n'a pas deux masses pareilles. Ensuite, dans la manière de faire, Thibault le disait un peu, on peut avoir des itinéraires ou des priorisations qui sont faites selon les caractéristiques, les personnalisations que peut faire l'usager, mais on peut aussi avoir un outil qui est conçu pour mettre en avant de façon plus prioritaire certains modes, avec des objectifs environnementaux notamment. Ensuite, il faut faire attention quand même à l'écueil de ne pas trop vouloir masquer la voiture, par exemple, comme le font certains systèmes aujourd'hui. Hein. Certains systèmes publics préfèrent ne mettre en avant que des modes vertueux, mais on arrive à la difficulté que les usagers vont parfois préférer aller utiliser Waze ou d'autres services privés pour avoir des informations sur les itinéraires voiture. Donc l'intérêt, si l'acteur public met aussi l'information sur le mode voiture particulier, c'est de pouvoir attirer sur cette forme-là des utilisateurs de la voiture, y compris du coup avec de l'information en temps réel sur le trafic routier et sur le stationnement, pour que ces utilisateurs-là puissent à terme se poser la question des autres mobilités qu'il va pouvoir voir sur la plateforme. Donc la LOM, elle amène maintenant de nouvelles obligations de transparence et de neutralité dans l'affichage des solutions d'itinéraire. Donc les acteurs publics ne peuvent pas non plus faire ce qu'ils veulent dans la priorisation des modes ou des itinéraires. Mais voilà, il y a cette articulation à trouver entre l'intérêt général et l'intérêt personnel si on ne veut pas trop perdre la cible, la clientèle qu'on vise. Sur ces changements de comportement, on a quand même aujourd'hui assez peu d'éléments. Ici, c'est une petite synthèse d'un petit benchmark international qu'on a fait sur les changements de comportement. Alors, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, c'est lié souvent à des expérimentations de masse sur des phases pilotes avec quelques dizaines, voire quelques centaines de retours qui sont souvent du déclaratif. Mais bon, globalement, on voit qu'avec le MaaS, on va pouvoir aller dans le bon sens avec un usage plus fort des transports collectifs, de l'autopartage, un usage moins fort de la voiture. Par contre, il y a des choses un peu plus qui vont dépendre du contexte local, notamment sur l'usage du taxi ou sur l'usage du train, qui vont aussi dépendre de la place de ces services-là dans le package multimodal proposé, bien sûr. Et on peut voir notamment à Helsinki que finalement, les utilisateurs de l'application WIM
ne pratiquent le vélo et la marche que pour 20% de leurs déplacements, alors que pour l'ensemble de la population, c'est 44%. Donc, un point d'attention sur les mobilités actives qui peuvent être du coup moins fortes selon la manière dont est constitué le MAS. Donc, oui, à Helsinki, c'est un MAS privé, hein, ça s'explique aussi par ça. Et voilà, attention aux impacts négatifs potentiels quand on va mettre en place des solutions de taxi ou de VTC, comme aux États-Unis. Il peut y avoir des impacts négatifs. En tout cas, on a besoin de mieux connaître ces impacts en croisant à la fois les données des systèmes, mais en réalisant aussi des enquêtes pour pouvoir mesurer avant, après, quels ont été les changements de comportement. Voilà, ça c'était un peu le cadrage que je voulais vous proposer au début. Et ensuite, je vais vous présenter quelques exemples, un petit benchmark de solutions mises en place en France. Donc, en s'appuyant notamment sur l'Observatoire du MAS qu'on a mis en place avec plusieurs partenaires, qui permet de décrire des systèmes MAS, mais aussi des systèmes d'information multimodales, et de voir dans quelle mesure chaque système évolue vers le MAS. Vous pourrez trouver cet Observatoire du MAS en ligne. Et du coup, dans ces exemples-là, je vais commencer par le côté intégration multimodale, hein, par rapport au petit graphique du départ. Donc, l'idée d'intégrer plusieurs services de mobilité, plusieurs modes sur un dispositif unique. Donc, un des premiers à l'avoir fait en France, c'est sûrement Montpellier. Alors, c'était particulier puisque c'était dans le cas d'un opérateur qui avait obtenu différents contrats à la fois sur le transport, sur les parkings, sur le stationnement voirie et sur les VLS. Donc, c'est la SEM qui s'appelle la TAM, et du coup, qui a pu relativement facilement mettre en place un compte unique multimodal, vu qu'il était le seul acteur quasiment. Donc, ça permet de mettre en place des tarifications multimodales. Donc, il y en a très peu en France, hein. On a répertorié surtout Montpellier et Strasbourg, et dans une moindre mesure Arras. Vous voyez ici Arras qui propose abonnement de transport, vélo électrique et accès au garage vélo sécurisé. Donc, avec également un an d'abonnement à l'autopartage Cities. Donc, voilà, l'ensemble pour 33 € à comparer avec l'abonnement de transport qui est de 21 ou 25 €. Vous voyez en vert sur la droite. Donc, entre guillemets, pour un léger surcoût, on a accès à un package multimodal. Strasbourg également propose depuis pas mal d'années un pass mobilité. Donc, c'est une carte qui permet d'accéder avec une tarification avantageuse à un ensemble un panel de mobilité. Donc, avec un abonnement à 46 ou 53 € à comparer aux 43 ou 51 €. Donc là, le surcoût est très faible. Par contre, pour les VLS ou pour l'autopartage, on a toujours des coûts d'usage ensuite. Et donc, l'exemple de Montpellier dont je vous parlais, qui a un package, un package multimodal qui avait deux variantes, mais en gros, propose accès au transport, au parking relais, au vélo en libre service et à l'autopartage. Donc voilà, c'est les rares exemples de tarification multimodale. Il y en a beaucoup plus à l'international. Il y a plusieurs agglomérations en France qui y réfléchissent, peut-être avec plus en France plus qu'à l'international, le souci de voir comment ces abonnements multimodaux peuvent induire des changements de comportement, mais ça reste encore un sujet à défricher. Et donc sur Montpellier, on a bien ce compte unique, cette intégration multimodale. Par contre, on a encore une intégration qui est assez incomplète, notamment du côté fonctionnel, puisqu'on peut avoir, par exemple, encore plusieurs applications. Tout n'est pas encore réuni sur une seule application. Globalement, il y en a une pour l'information, une pour les M-tickets et l'achat de titres de stationnement également. Et c'est cette appli qui sert aussi pour les passes gratuits. Vous savez qu'il y a la gratuité partielle, en tout cas aujourd'hui, à Montpellier. Donc, ça se fait via cette application. Ensuite, cette intégration multimodale, elle peut se faire aussi avec le post-paiement, pas forcément en abonnement, mais du coup, maintenant au post-paiement.
Alors, le post-paiement, c'est l'idée donc de payer en fin de mois selon les usages. Donc, il y a plusieurs exemples. Ici, c'est un petit état des lieux qu'on a fait sur le post-paiement dans les réseaux de transport. Donc, déjà de façon monomodale sur les réseaux de transport. Donc, il y a beaucoup de manières de mettre en place le post-paiement, pardon. Et du coup, on voit que il y a seulement 5 réseaux ceux qui sont en vert, là, Belfort, Le Mans, Mulhouse, Nantes et Saint-Nazaire. Dans ces réseaux-là, vous êtes sûr qu'en choisissant le post-paiement, vous paierez toujours le moins cher, ce qu'on appelle le best price, mais ça a des effets entre guillemets néfastes sur les finances et sur le modèle économique de l'exploitation du réseau de transport. Et puis dans d'autres cas, selon que vous utilisez plus ou moins de 10 tickets, plus ou moins que le plafond mensuel de l'abonnement, ça va être plus ou moins intéressant d'utiliser d'autres choix tarifaires. Donc, vous voyez que il y a un plafonnement qui peut se faire avec le prix de l'abonnement mensuel, mais c'est seulement peut-être un tiers des cas. Et puis, très ponctuellement, à Paris et Amiens, on a un plafonnement journalier. C'est-à-dire que même si vous utilisez 10 fois le transport dans la journée, ça ne sera compté que pour 7,50 € à Paris. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a 3 réseaux qui ont mis en place une tarification dégressive en heures creuses pour essayer d'inciter à lisser les heures de pointe et à décaler certains usages. Et donc ensuite, ce post-paiement, eh ben, on a quelques exemples de post-paiement avec une vision multimodale. On parlait de Mulhouse tout à l'heure. Donc c'est le visuel de droite. Donc en fin de mois, vous avez vous avez déjà votre consommation en temps réel sur l'ensemble des modes. Et puis en fin de mois, votre facture unique multimodale. À Saint-Étienne, c'est le visuel du centre avec l'application Moviesy, c'est le même système, la même approche. Et puis un autre exemple à Belfort qui depuis déjà de nombreuses années a un post-paiement multimodal. Maintenant, ils ont rendu les choses encore plus lisibles et encore plus simples. Il n'y a pas une grille tarifaire très complexe comme dans beaucoup de réseaux. Ici, le bus, c'est 1 €. En fait, c'est du post-paiement pour tous, globalement. En tout cas, c'est ce qu'ils incitent fortement. Ils ne proposent plus d'abonnement. On propose le post-paiement pour tout le monde. Donc, c'est 1 € le trajet. Si vous en faites plus que 36 dans le mois, eh ben, ça sera plafonné à 36 €. C'était le prix de l'abonnement mensuel. Le vélo en libre service, c'est 2 centimes par minute. Le vélo l'autopartage, c'est 1 € de l'heure plus 20 centimes du kilomètre. En gros, la grille tarifaire sur tous les services, c'est ça. Il y a quelques exceptions, bien sûr, mais beaucoup moins que dans d'autres cas. Ensuite, dans ces exemples d'intégration multimodale, il y a des exemples qui vont être plus partiels, mais tout autant intéressants. Un exemple avec le covoiturage, donc là, c'est l'exemple à Nantes avec Klaxit, mais il y a d'autres exemples avec Paros notamment. Donc ici, à Nantes, avec Klaxit, donc il y a une subvention pour les conducteurs qui est proposée par la collectivité. Et vous avez un titre de transport unique, covoiturage, transport en commun. Vous avez en plus un calcul d'itinéraire intermodal qui vous permet d'envisager des transports, des déplacements avec un tronçon en covoiturage, un tronçon en transport en commun. Ça paraît anodin, mais c'est finalement assez rare d'avoir ce calcul intermodal. Souvent, on a des calculs qui vont comparer plusieurs modes de transport, mais cette vision intermodale est, à mon sens, assez intéressante et mériterait à être développée. Et donc, on a une formule illimitée proposée, et donc, qui permet dans l'appli Klaxit de renseigner son abonnement de transport et de bénéficier de cette tarification incitative. Ensuite, on a des exemples d'intégration multimodale qui peuvent aller au-delà de la mobilité. Donc là, c'est l'exemple du Pastraboul, qui était une expérimentation sur Lyon, alors qui s'est arrêtée, qui donnait accès à l'autopartage, au transport, au parking, au vélo en libre service, mais également à des musées ou au stade de Lyon, avec un programme de fidélité notamment. Et on a d'autres exemples qui vont utiliser notamment la norme ANC, comme à Rennes ou dans plusieurs villes en France,
pour proposer un accès aux services de mobilité, mais aussi aux services de la vie citoyenne, bibliothèque, restaurants universitaires, piscines, etc. Je passe à un autre exemple, le cas emblématique et particulier de Paris. Alors, à Paris, en fait, donc on a l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité, qui, donc Paris, bien sûr, c'est un cas beaucoup plus complexe que toutes les villes, hein. Il y a plus de 70 opérateurs de transport déjà. Donc déjà, il y a tout un projet, enfin un ensemble de projets qui sont menés en parallèle. Il y a eu un gros projet sur l'information en temps réel pour intégrer toutes les données de tous ces transporteurs. Il y a eu un projet sur l'information multimodale avancée. Bref, tous ces projets tendent vers un MaaS proposé par Île-de-France Mobilité. Donc aujourd'hui, on a une appli qui s'appelait Via Navigo, qui s'appelle maintenant Île-de-France Mobilité, qui propose de l'information sur le transport collectif, bien sûr, mais également covoiturage, autopartage et vélo. Puis, depuis quelques mois, permet de recharger son pass Navigo avec son téléphone. Et ensuite, on va pouvoir valider avec son pass Navigo de façon assez classique. Excusez-moi. Et depuis quelques mois, on a également à Paris une solution de MaaS proposée par l'opérateur RATP. Donc RATP qui n'est pas qu'un acteur qui réalise le transport à Paris, hein. Ils ont aussi racheté Mappy, ils ont aussi RATP Dev qui est présent dans de nombreux réseaux de transport, RATP Smart System qui développe les outils numériques. Donc voilà, c'est aussi dans cette vision-là qu'il faut se placer. Et du coup, sur Paris, on a eu d'abord une expérimentation de MaaS qui a eu lieu en 2019-2020. Et aujourd'hui, une nouvelle application qui s'appelle Bonjour RATP, qui va, à la différence de celle proposée par l'autorité organisatrice, qui va notamment proposer des VTC et des trottinettes, donc des services purement privés voilà, qu'on retrouve dans de nombreuses villes européennes, dans d'autres systèmes MaaS, mais c'est le premier système de MaaS en France qui intègre des solutions privées comme celle-ci, en tout cas pour les systèmes urbains. On avait déjà la solution de la SNCF qui, en plus des trains, bien sûr, propose de plus en plus de solutions privées et de types de transport sur des réseaux urbains via un partenariat avec Airweb notamment. Donc, la SNCF commence aussi à être présent sur l'échelle urbaine, dans l'idée essentiellement d'être en bout de ligne par rapport au déplacement en train. On vient maintenant à quelques exemples sur des fonctionnalités, un peu innovantes, ou en tout cas une intégration fonctionnelle plus avancée dans certains systèmes. Alors, pour inciter les utilisateurs à être plus nombreux sur ces outils-là, l'ergonomie est vraiment essentielle et la facilité de maniabilité et de réalisation des démarches est un facteur clé. Donc, on voit sur quelques exemples la possibilité de gérer les pièces justificatives et de souscrire des abonnements en ligne. C'est ici l'exemple de Mulhouse. Dans d'autres cas, il faut aller en agence et du coup, ça peut être un frein assez fort pour certains à la souscription d'abonnements ou d'utilisation de services de type MaaS. On a la même chose un peu sur Saint-Étienne, qui va proposer aussi la même chose, avec souvent la possibilité de photographier ou de scanner les pièces justificatives et de les envoyer automatiquement. Donc, c'est notamment le cas pour le permis de conduire, mais aussi les cartes de paiement. Alors, sur ce système de Movizy à Saint-Étienne, on voit aussi ici, donc ça c'est un autre visuel. Voilà, plusieurs visuels sur Saint-Étienne. On va avoir donc une information multimodale. Donc ça, c'est un peu la première brique du MaaS, à la fois sous la forme d'une carte pour voir tout ce qui est en temps réel à proximité, les véhicules, les arrêts, etc. Et bien sûr, la recherche d'itinéraires multimodales avec les différents modes proposés. Et puis, on a la possibilité d'acheter, de réserver sur plusieurs services de mobilité, hein. Donc, à Saint-Étienne, on a
de façon intégrée à l'application. On peut acheter un ticket de transport en commun, on peut payer ou libérer un vélo en libre-service, une voiture en autopartage, et on peut réserver un taxi, donc de façon tout ça totalement intégré à l'application. Vous voyez les différents visuels. Ensuite, on a également à Saint-Étienne la visualisation en temps réel de l'approche du bus ou du taxi qui a été réservé, donc qui permet à l'utilisateur de se préparer et d'être rassuré. On a un guidage GPS qui est proposé, un peu à l'instar de ce qu'on peut avoir pour les voitures sur les GPS classiques, donc qui guide pas à pas l'utilisateur dans ses déplacements sur les différents trajets qui vont composer son déplacement, avec des notifications qui vont pouvoir le contacter quand c'est pertinent, quand il y a une perturbation ou quand il y a un changement de mode à effectuer dans les prochaines minutes pour être alerté et tenu au courant du bon déroulement de la suite du trajet. Voilà. Et puis maintenant, pour terminer, je vous propose un petit focus sur le MAS de Grenoble. Donc, c'est un peu le dernier né dans la famille des MAS en France, entre guillemets, en tout cas dans les plus développés. Donc, ce qui est intéressant à Grenoble, c'est qu'il y a un accent fort, comme je vous disais tout à l'heure, sur les employés, en travaillant notamment avec les employeurs et pour proposer des fonctionnalités à la fois aux usagers et aux employeurs, hein, pour les déplacements professionnels comme pour les déplacements au domicile-travail, avec du coup un compte unique et puis des outils pour les employeurs qui peuvent vouloir gérer soit le forfait mobilité durable, soit les déplacements de leurs employés de façon plus générale. Donc, ça s'est fait, le projet a été fait avec une forte implication des employeurs, mais aussi des usagers dans le projet. Donc, ça s'est préparé sur 3 ans, en gros, hein. Et puis, le MAS va se déployer petit à petit. Donc, ça, c'est les différentes étapes de déploiement. Donc, on a 4 niveaux d'intégration que vous voyez sur la gauche, qui vont de l'information seule en bas à des intégrations de plus en plus avancées. Et de façon incrémentale dans le temps, les services de mobilité vont être intégrés de façon un peu plus avancée, un par un, quelque part. Pour chaque service, on va avoir un calendrier d'intégration spécifique. Donc, le Covid a un petit peu perturbé le calendrier initial, mais on a aujourd'hui une version assez intéressante. Donc, c'est quelques slides qui ont été réalisés par le SMAG, hein, c'est l'autorité organisatrice, le syndicat mixte de l'agglomération grenobloise. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un outil, un contact unique pour l'usager pour l'ensemble des mobilités. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un compte unique multimodal, mais l'accès peut se faire par smartphone, par une carte billettique, donc c'est la carte Oura en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également pour les parkings, il suffit d'avoir renseigné sa plaque d'immatriculation dans son compte et dès qu'on s'approche du parking, on va être détecté automatiquement par sa plaque. On n'a aucun support physique à sortir et à faire valider. Donc ici, on voit les différentes étapes d'intégration des différentes applications existantes. Donc on avait d'abord une information voyageur multimodal. En haut, en bas, c'était l'information, l'application transport qui servait notamment au M-Ticket. Et puis, il y a eu une phase test d'application multimodale. Donc voilà, on a des intégrations progressives qui se font à la fois pour avoir des retours utilisateurs, de pouvoir prendre le temps d'intégrer les fonctionnalités, d'avoir des outils adaptés. Et c'est aussi en lien avec les différents contrats, les contraintes aussi des différents services de mobilité. Donc, on a des opérateurs de mobilité en nombre qui sont intégrés sur l'application. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir avec une intégration complète dans l'application, donc la possibilité d'avoir accès au parking
à l'autopartage, aux lignes de covoiturage et au transport en commun, tout ceci avec la possibilité de payer et d'accéder avec l'application. On a aussi la preuve de covoiturage qui va pouvoir être générée, donc ce qui permet aux employeurs qui le souhaitent de donner des incitatifs ou voilà, des récompenses à ceux qui covoiturent réellement. Ça peut être des places de stationnement réservées aux covoitureurs, par exemple. Donc voilà, on voit toute la complexité et la chaîne des différents services de mobilité. Et je ne vous fais pas le détail de tous les services présents à l'échelle du bas en information, mais c'est bien sûr le plus grand nombre possible de services de mobilité disponibles dans la partie information, calcul d'itinéraire. Donc voilà, quelques visuels sur l'information, bon, c'est assez classique. Sur le compte mobilité, on a voilà, la possibilité de créer un compte, de consulter ses infos, d'adhérer aux différents services. Et ensuite, pour l'usage des différents services, ici, c'est sur le parcours usager pour le stationnement. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, vous approchez, directement la barrière s'ouvre, vous pouvez suivre votre consommation. Pour l'autopartage, et ben, voilà, vous pouvez avoir l'accès via la carte, réserver un véhicule, confirmer, et ensuite vous accédez au véhicule directement depuis l'application. Pour le covoiturage, ben voilà, vous avez accès à différentes offres que vous pouvez sélectionner et avoir votre offre de covoiturage qui vous permet d'avoir accès à différents incitatifs ou de bénéficier de places réservées, par exemple. Voilà un petit peu le tour d'horizon que je voulais vous proposer. Vous pouvez également voir un petit peu plus en détail certaines choses, et notamment des comparaisons et des visions globales dans le document qu'on a publié en septembre dernier, que vous voyez ici, qui s'appelle Objectif MAS, avec une analyse du déploiement du MAS en France début 2021, qui va comparer notamment les systèmes publics urbains, les systèmes publics régionaux et les systèmes privés de masse. Voilà, je vous remercie et je suis disponible pour des questions ou des échanges. Eh bien, merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation des dispositifs MAS sur le territoire national. Effectivement, si certains d'entre vous ont des questions, je vous le rappelle, n'hésitez pas à les remonter dans le chat. Je n'en vois pas pour l'instant. Et donc, je vais profiter de moi pour vous en poser une. Là, vous avez exposé donc, un panel de solutions déployées donc, en France notamment, mais pas que. Et moi, ce que je retiens, un des éléments principaux que je retiens, là, c'est la notion de ticketing et d'intégration du mode de paiement dans la solution MAS. Vous avez quand même beaucoup insisté là-dessus et je pense que c'est le mode ultime, très probablement du MAS, mais on voit bien que ce n'est pas encore le cas partout, alors que c'est un élément clé en fait de l'acceptation de l'usage, et j'aurais aimé avoir votre avis sur ce qui pourrait être des freins à l'intégration de ce ticketing ou pricing, je ne sais pas comment on le dit en bon français, dans des solutions MAS. Est-ce que les freins que je visualise seraient liés à des contraintes techniques de calcul de rémunération entre les opérateurs, ou peut-être des freins un peu plus j'allais dire comportementaux, non, c'est pas ça, mais liés peut-être à un risque de perte de relation client de certains opérateurs en délaissant cette partie paiement. J'aurais aimé avoir votre avis sur la question. Alors, bonne question. Alors, on pourrait du coup avoir pas mal pas mal de cordes pour y répondre. Déjà, par rapport à la complexité d'avoir des négociations et des reversements entre opérateurs, effectivement, c'est complexe de mettre en place des abonnements multimodaux, sous-entendu avec des réductions par rapport à la somme des différents abonnements des différents services, donc avec des chambres de compensation pour reverser. Ça peut se faire, bien sûr, ça existe dans certains endroits, mais en France, en tout cas, les premières solutions de masse que je vous ai présentées ne mettent pas ça en place. Les exemples d'abonnements multimodaux à Montpellier, c'est un seul acteur, un cas particulier. Et sinon, Saint-Étienne et Mulhouse, c'est du post-paiement multimodal, mais qui ne fait que sommer
des abonnements, de chaque service. Donc, on n'a pas de reversement entre acteurs. Enfin, on a un intermédiaire, mais qui reverse directement. Il n'y a pas de calcul, de négociation. Mais c'est une solution quelque part un peu pragmatique pour proposer à l'usager un outil unique, un compte unique, une facture unique, sans avoir cette complexité-là. C'est une première chose. Ensuite, dans les freins, on peut séparer déjà les utilisateurs réguliers des occasionnels, parce que les réguliers, ils ont souvent leur abonnement, leur carte, donc ils n'ont pas forcément besoin de tickets, de QR code ou de choses qui vont être voilà, de M-Ticket. Ils vont plutôt chercher à avoir un outil simple de validation de leur abonnement. Donc ça peut. Voilà, il y a plusieurs manières de valider ça, hein, mais en tout cas, ils vont chercher la simplicité de validation. Et puis même dans les informations, ils n'ont pas forcément besoin des mêmes informations. Ils vont plutôt être intéressés par être notifiés ou informés des éventuels retards sur leur ligne habituelle ou leurs arrêts habituels. Alors qu'à l'inverse, les occasionnels vont être plus intéressés effectivement par des M-tickets, enfin des tickets unitaires. Et alors sur cette partie-là, on a bien sûr toute une partie de la population qui n'a pas accès au smartphone ou qui n'est pas à l'aise avec le smartphone. Donc, on a vu quand même pas mal de tickets SMS se développer pendant la pandémie, notamment. Donc, c'est des outils simples, hein. Vous envoyez un code SMS, vous recevez un autre code qui vous permet d'être en règle et d'être contrôlé dans votre transport. Et ensuite, vous êtes facturé sur votre opérateur mobile dans votre facture de téléphone. Donc, ça, c'est un système qui existe. Il y a l'open payment aussi qui permet de toucher à peu près tout le monde, et notamment les touristes qui sont plus facilement enclins à utiliser la carte bleue qui est disponible partout. Donc, l'open payment se développe beaucoup avec de plus en plus de fonctionnalités possibles, différentes tarifications, et notamment les tarifications sociales ou voilà, des ayants droit qui peuvent s'inscrire en amont sur une plateforme web et ensuite avec leur carte web. Alors, le côté open payment et tarification sociale, c'est un peu opposé parce que ce n'est pas forcément des publics qui ont tous une carte bleue, mais il y a quand même des choses possibles. Voilà. Après, sur les différentes modalités de M-Ticket, il y a différents types de QR codes, il y a des balises Bluetooth beacon. Bon, après, ça, c'est en cours de… Chaque système évolue un peu. Voilà, ça se développe quand même pas mal. Très bien, merci pour ces compléments et précisions d'information. Je pense que tout était très clair. D'ailleurs, c'est ce qui est remonté dans le chat, la clarté de vos explications. Donc, merci encore. Écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite, là, vu que la matinée est quand même chargée. Je laisse la main à Madame Valérie Joyeux, donc, qui est accompagnée de sa collègue Madame Ophélie Popille, qui sont donc de la région Pays de la Loire et qui vont vous présenter maintenant la solution Destinéo et donc son intégration dans le MAS. Madame Joyeux, c'est à vous, vous activez votre micro et ce sera bon. Ah, on ne vous entend pas. Alors attendez, est-ce que moi je peux l'activer? Voilà, c'est bon. Ok. Super. On vous entend, on vous voit, tout est bon. Et votre écran est visible également. Eh bien, écoutez, à vous de jouer. Eh bien, c'est parfait, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de nous avoir proposé de participer à ce webinaire. Donc, je suis Valérie Joyeux, responsable du pôle marketing et digital à la région des Pays de la Loire. Et je vais donc vous présenter le projet Destinéo. Et je suis accompagnée à distance par Ophélie Popille qui gère opérationnellement le projet. Donc, de façon assez humble et modeste, je vais vous présenter là où on en est de notre masse. Alors, les enjeux sont assez complexes au niveau du NAO urbaine. Alors, je vous laisse imaginer au niveau du NAO régional combien cette complexité grandit encore plus. Donc là, en première page, vous avez ce à quoi ressemble notre calculateur d'itinéraire Destinéo. Alors, excusez-moi. Voilà.
Un premier mot qui a déjà été un petit peu soulevé par Laurent Chevreau sur le contexte technique et législatif lié au MAS. Dans la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, il est prévu que les autorités organisatrices organisent des services d'information multimodales sur les services de transport de mobilité pour les usagers et sur l'ensemble des modes de déplacement de leur ressort territorial. Donc tout un programme. Quelque part, notre calculateur d'itinéraire Destineo y répond. Et puis deuxième élément que renforce la LOM, c'est le rôle de chef de fila de la région sur l'intermodalité, puisque avec la LOM, la région a des compétences élargies dans l'organisation des mobilités, que ce soit sur le covoiturage, sur les mobilités partagées, les mobilités douces. Donc, au-delà de ces compétences d'exploitant en propre sur le train, le car interurbain et même le maritime, en région Pays de la Loire, pour la petite histoire, on est concerné par une ligne maritime, c'est la ligne qui relie le continent à l'île-Dieu. Voilà, il y a aussi du coup un soutien régional sous diverses formes à des mobilités autres comme le covoiturage, les mobilités partagées, etc. etc. L'autre contexte qui a aussi largement été couvert par la présentation précédente, c'est évidemment l'émergence du MAS, alors qui a été brillamment défini. Donc, je ne vais pas forcément y revenir. Peut-être juste un élément que vous avez peut-être rencontré aussi au cours de vos lectures. Il y a une étude qui a été faite par Région de France, Transdev et Ipsos sur la mobilité du quotidien et qui indiquait que 23% de la population déclare qu'elle serait prête à utiliser d'autres moyens de transport que la voiture si on leur proposait un titre de transport unique pour aller à un endroit et en utilisant des moyens de transport différents. Donc, ce chiffre montre l'enjeu qu'il y a à développer des masses, tout simplement. Bon, c'est du déclaratif, mais c'est un chiffre quand même qui n'est pas neutre. Alors, Destineo. Donc, Destineo, c'est un service unique d'information sur les transports en Pays de la Loire. Notre objectif avec Destineo, c'est d'offrir un accès le meilleur possible sur l'ensemble des transports alternatifs à la voiture individuelle. Notre politique de mobilité, c'est vraiment de favoriser le report modal et donc d'aller proposer d'autres solutions que la voiture individuelle en facilitant le plus possible ces pratiques. Donc, on propose de façon assez basique et en même temps, c'est par là que commence le MAS, une recherche d'itinéraire de porte à porte. C'est-à-dire qu'après avoir saisi un lieu de départ et d'arrivée, la date et l'heure, des itinéraires sont proposés et combinent l'ensemble des offres de transport intégrées dans le référentiel du calculateur. Destineo propose aussi d'autres moyens de transport tels que la marche, les vélos personnels, les vélos libre-service. Et on a fait le choix aussi de mettre en avant la voiture individuelle lorsque d'autres moyens de transport ne sont pas disponibles ou la voiture en rabattement vers des transports en commun. Donc, il y a aussi la voiture individuelle qui est proposée, ainsi que les trajets en covoiturage. On a aussi la possibilité de faire des recherches horaires en cliquant sur un arrêt sur la carte. Voilà, vous pouvez avoir des informations horaires et puis les prochains départs également. On propose d'autre part des informations de trafic sur les perturbations avec une rubrique qui est dédiée. On a de plus en plus de modes de transport qui sont représentés et puis on a aussi une particularité avec l'affichage des tarifs sur presque tous les réseaux. Alors, c'est une problématique et un gros enjeu que de pouvoir afficher les tarifs. Ça ne me paraît pas grand-chose comme ça, mais c'est assez complexe. Là où les tarifs ne sont pas affichés, pour l'instant, ce sont sur nos réseaux. Où on a quelques difficultés. Alors, pour la petite histoire, en Pays de la Loire, et comme dans toutes les régions, nous avons intégré une nouvelle compétence donc avec la loi NOTRe. On a intégré l'ensemble des transports scolaires et interurbains et du coup, nous héritons du poids de l'histoire avec des gammes tarifaires qui diffèrent d'un département à l'autre. Avec du zonal, du plat, enfin tout ce qui peut se faire en matière de tarifs, nous l'avons en panel dans les Pays de la Loire. Donc
intégrer des données tarifaires parfois très complexes. Nous n'y sommes pas encore tout à fait arrivés sur l'ensemble des départements. Et puis, il y a une autre difficulté. On aimerait afficher évidemment les tarifs sur le TER. Et là, voilà, nous sommes confrontés à des difficultés, là aussi, d'intégration de ces données tarifaires. Voilà pour la base. Alors, nous avons un outil Destineo qui a 15 ans d'existence. On en est aujourd'hui à la 4e génération, avec, vous allez le voir, une organisation qui a évolué au fil du temps, puisqu'à l'occasion des renouvellements de marché, de réalisation et d'exploitation du SIM, donc système d'information multimodal, il y a eu 3 refontes. Destineo 1, 2 et 3 étaient pilotés via un seul marché qui avait été remporté à l'époque par Kizio Digital. Pour Destineo 4, donc la génération actuelle, on a revu cette organisation en allotissant le marché en 4 lots. Donc aujourd'hui, on a 2 prestataires qui réalisent le SIM. Instant System qui réalise les médias, donc c'est eux qui ont conceptualisé et réalisé le site internet, l'application ainsi que les modules réutilisables. Et puis Cityway a obtenu les 3 autres lots. Donc c'est d'une part la réalisation du calculateur d'itinéraire avec l'intégration des données issues du back-office sous forme de web service. On a ensuite le lot outils de collecte. Donc là, c'est mettre à disposition et proposer des outils de saisie d'enrichissement des données, à la fois théoriques, les perturbations, les tarifs, les interfaces de récupération de données et les perturbations. Et puis, dernier lot, c'est le lot saisie des données avec l'organisation de la collecte des données de l'ensemble des partenaires, les saisir, les enrichir, les mettre en qualité. Quand on est une autorité organisatrice régionale, on a affaire à des réseaux avec des niveaux et des moyens différents. Donc, on a parfois des GTFS, parfois des données sous format Excel, on a vraiment de tout. Donc, notre prestataire est là pour favoriser une montée en qualité des données lorsqu'elle doit être faite. Du coup, voilà une autre manière de fonctionner avec cet allotissement. Pour vous donner une idée du coût d'un calculateur d'itinéraire comme le nôtre, on a un coût d'exploitation de 180 000 € par an et puis un investissement qui a été lissé sur 4 ans de 170 000 € par an. On a en dehors de ces coûts un accompagnement par une AMO technique qui vient nous soutenir évidemment sur tous les aspects techniques et puis aussi sur la coordination des différents partenaires. Et puis on a également un budget communication pour faire connaître notre calculateur. Alors pour vous montrer d'où on part, donc en 2006, Destineo, c'était 8 partenaires. À la fin du marché, il y en avait 16. C'est un projet régional qui a énormément évolué au fil du temps. En 2010, on est passé à 18 partenaires. On a intégré le vélo. On a également intégré une marque blanche permettant de réutiliser l'outil Destineo par d'autres partenaires sur leur site internet. Et puis intégration aussi du transport à la demande. En 2014, la grosse nouveauté, ça a été la création d'une application mobile et puis la création d'un nouveau calculateur d'itinéraire plus performant. En 2018, on a énormément travaillé l'ergonomie avec une ergonomie simplifiée qui était plus en accord avec les besoins des usagers. Et puis, la prise en compte de l'historique aussi dans les recherches qui permet d'avoir des réponses plus rapides et plus adaptées. On est sur une échelle géographique qui est assez large, donc inutile de tomber sur la mairie de Candé si on a besoin de la mairie de La Roche-sur-Yon. Donc voilà, en fonction de l'endroit où on se situe, l'autocomplétion proposée est intelligente en quelque sorte. On a aussi intégré le temps réel pour les réseaux qui étaient équipés. On a également intégré donc, la voiture en rabattement
sur les réseaux de transport en commun via des parkings identifiés. On a fait aussi un gros travail sur le temps réel et les données prédictives sur la circulation, ce qui permet d'avoir des temps de parcours adaptés le plus possible à la réalité au quotidien. Autre particularité aussi, on dispose du temps réel sur les vélos en libre-service à Laval et à Nantes Métropole. Et puis, on a fait aussi des progrès sur cette dernière génération de Destinéo sur le calculateur d'itinéraire pour le vélo. On a amélioré les choses aussi, et puis notre cartographie interactive a gagné aussi en qualité. On peut cliquer sur un arrêt, avoir les prochains départs, on peut aussi afficher du Street View, etc. Donc voilà, ce sont plein de petites choses qui améliorent le service Destinéo. Alors Destinéo en bref, donc c'est 12 collectivités, plus l'aéroport de Nantes Atlantique. On met aussi dans les résultats de recherche les vols au départ de l'aéroport de Nantes. Alors 12 collectivités et 18 réseaux, parce que j'en compte en fait plusieurs au sein de la région des Pays de la Loire, puisque comme je vous l'ai dit, on a intégré les départements avec la loi NOTRe, et du coup on est encore sur un système de réseau départementalisé aujourd'hui qui n'est pas encore complètement unifié, que ce soit sur la tarification, sur la distribution, etc. Donc, on est à l'intérieur de notre réseau, plusieurs réseaux. Et pour mémoire, on a une marque en Pays de la Loire qui est le réseau Aléop. Que puis-je vous dire d'autre? Nous représentons 12 modes de transport. Alors peut-être que certains auront déjà compté et se rendront compte qu'il n'y en a que 11 d'affichés, effectivement. Donc en dehors du train, du car, du bus, du tram, du vélo, vélo libre-service, avion, bateau, covoiturage, voiture et marche à pied, il y a aussi, faiblement représenté, mais tout de même ça existe, c'est le transport à la demande. Qui a sauté du coup du PowerPoint qui aurait dû être indiqué. Mais on a aussi du transport à la demande qui est représenté sur certains réseaux. C'est assez compliqué à modéliser, d'autant plus que là encore, on est sur des TAD qui ne sont pas harmonisés au sein de la région. Et puis, pour offrir un panel encore plus large de solutions, et sans être membre à part entière, on a mis en ligne les données du réseau de transport Île-de-France pour les correspondances avec les gares parisiennes. On a aussi les offres de covoiturage Westgo, Blablacar. Et puis évidemment, voilà, le TER, même si SNCF n'est pas à part entière partenaire de notre projet, on a bien entendu mis en valeur ces données-là. Comme je l'ai déjà indiqué, Destinéo, c'est un site internet en responsive design. C'est aussi une application mobile et c'est une marque grise avec des marques grises à la fois de redirection, c'est-à-dire qu'on recherche sur le site et sur le site du partenaire, puis la réponse est transmise via le site Destinéo, ou des marques grises totalement intégrées, là où la recherche et les résultats apparaissent directement sur le site du partenaire. Et puis on a évidemment un système d'API. En moyenne, Destinéo, c'est 200 000 visites par mois et 5 millions de recherches itinéraires, pour vous donner une idée. Alors, comment est géré ce projet? On a une convention multipartenariale avec l'ensemble des partenaires qui permet de définir notre mode de fonctionnement, mais aussi les engagements financiers. Qui est propriétaire du SIM, comment on y accède, comment on utilise et on diffuse les données, qu'est-ce qui est compris dans la base de données, etc. Je ne vais évidemment pas vous détailler tout ça. En clair, la région réalise le système en tant que maître d'ouvrage et les partenaires, eux, alimentent le site en transmettant leurs données. Du coup, voilà, ça nécessite de la coordination, d'où l'allotissement et d'où l'accompagnement par une AMO technique. Alors, l'ensemble du projet Destinéo est totalement co-construit avec les partenaires. Tout est décidé de façon collégiale à travers une comitologie, comme vous pouvez l'imaginer au sein de ce type de structure, des comités techniques, des comités de pilotage avec des élus, etc.
Et puis, le partenariat Destinéo, c'est aussi une opportunité d'échanger sur l'avenir du MAS au niveau régional, de s'interroger sur nos ambitions en termes d'information multimodale, etc., etc. Donc, c'est une instance qui est assez stratégique. J'espère que vous suivez toujours. C'est vrai que c'est un exercice particulier de parler sans répondant. J'espère que vous êtes encore là. On est là, Madame Joyeux, on est là. Après, je vous invite à pas trop traîner, mais on est là. Ça marche. Alors, je poursuis. Merci pour le rappel. Donc, Destinéo 4 arrive à échéance en 2022. Donc, 2022, ça va être une période de forte réflexion avec un travail en atelier avec de nombreux partenaires pour réfléchir à ce qu'on veut faire de notre futur Destinéo. Dans l'immédiat, on réfléchit à continuer d'élargir le périmètre. On va intégrer de nouveaux réseaux publics. On a déjà des touches. Il y a aussi l'offre privée SLO qu'on souhaite intégrer. Avec la LOM, on a défini en Pays de la Loire des bassins de mobilité et les EPCI qui ont pris la compétence vont proposer des nouvelles offres de transport qu'on va aussi, dans la mesure du possible, intégrer dans Destinéo. On souhaite aussi continuer l'ouverture des données en temps réel et aussi billettique. Bon, évidemment, on souhaite continuer à faire connaître le SIM, qui a évidemment de nombreux concurrents, dont certains ont été cités précédemment. Enrichir également le calculateur tarifaire. Aujourd'hui, on peut afficher un certain nombre de tarifs, mais ce n'est pas encore sur la totalité, vous l'aurez compris. On souhaite aussi vivement pouvoir cliquer sur acheter et du coup vendre un titre multi-réseau. Permettre aussi une personnalisation de l'information à travers la recherche d'informations par profil. Mieux aussi automatiser l'intégration des données. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas en fonction des partenaires et de leur niveau. On va aussi chercher à enrichir tout ce qui est données d'accessibilité des PMR. Il y a un énorme travail à faire là aussi, d'harmonisation, de concaténation et même de création de données. Et puis, pourquoi pas permettre aussi le calcul d'itinéraire avec des régions limitrophes. On ne se déplace pas que dans sa région administrative et dans ses frontières administratives. Alors, quelle place demain pour Destinéo? Alors, vous l'aurez compris, hein, on est dans un contexte très mouvant. L'année prochaine, on réfléchit au futur de Destinéo. En parallèle, on a plusieurs projets qui vont forcément avoir un impact sur quels sont les marchés qu'on va être lancés pour créer Destinéo demain. On a un projet de refonte de l'ensemble de notre écosystème digital Aléop, donc Aléop qui est notre plateforme d'information servicielle sur l'ensemble du réseau régional. La particularité, c'est que Destinéo, c'est un projet partenarial. Aléop, c'est une marque régionale avec la promotion des services régionaux uniquement. Donc, il va falloir trouver le bon équilibre entre comment on refond nos outils régionaux et comment à la fois on mutualise un outil comme le calculateur d'itinéraire. Voilà, Destinéo, c'est une marque qui va au-delà d'Aléop. Donc, il y a des enjeux à la fois fonctionnels, outils, communication, etc. À travers la refonte de notre écosystème digital qui est aujourd'hui assez vaste avec énormément d'outils digitaux, d'applications, etc. qui sont connectés les unes aux autres. Là, il va falloir essayer de rationaliser un petit peu tout ça et ne plus être en silo quelque part, mais être bien sur un système central sur lequel vient se connecter de manière évolutive l'ensemble des futurs. Je voulais indiquer un enjeu sur la distribution. On n'est pas encore sur une tarification harmonisée en région Pays de la Loire. On va sur une harmonisation en 2024. Du coup, tout notre enjeu va être de proposer à la vente l'ensemble de notre gamme tarifaire en 2024 également. Et pour cela, on travaille sur une maîtrise totale de la base de vente unique. Donc, on va aussi, et c'est notre ambition, vendre les tarifs train. On veut proposer un service de vente de bout en bout, tout mode confondu, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on a
on a un outil de vente de titres en MTK, mais qui ne représente pas l'ensemble du réseau et qui est aujourd'hui déconnecté de notre écosystème Digital Alley Hop. Pour vous donner une idée, si vous connaissez, c'est WOP MTK, c'est cette solution-là qu'on a utilisée. Donc, il va falloir connecter ce type d'outil, par exemple, à notre futur site. Et puis, évidemment, on a, derrière le MAS, il n'y a pas que le front, notre calculateur d'itinéraire, calculateur d'affichage et puis module de vente, hein. Il y a évidemment tout le déploiement derrière de notre système d'information de transport avec un socle technique énorme à créer, à sécuriser, avec un enjeu autour de la donnée. Ça, c'est un enjeu clé et c'est d'une grande complexité. Il va falloir que notre base de données puisse permettre d'alimenter tout un tas d'outils. On est aussi sur la création d'une future centrale d'appel. Voilà, donc il va falloir que tout ça soit bien connecté. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est pour vous montrer en fait l'ensemble des projets régionaux qui viennent adhérer du coup au projet futur de MAS. On a un objectif de travailler en MAS. Notre calculateur d'itinéraire Destinéo est quelque part une première brique. C'est un peu ce que j'ai voulu résumer dans cette slide. Le calculateur avec tarif ou pas tarif. Aujourd'hui, voilà, c'est déjà une fonctionnalité clé du MAS qui montre une information ultra multimodale avec un nombre de modes qui est assez conséquent. Est-ce que Destinéo demain, ça va être le centre de notre MAS ou est-ce que ça va être notre future plateforme servicielle Alley Hop? Ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. En tout cas, ce sera une brique qui devra être adossée à d'autres outils du MAS. On a aussi pour ambition de créer un compte mobilité. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de travailler à la fois à la maîtrise de toutes ces données, de toute cette architecture. On est en train de se faire accompagner pour cela, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas forcément outillé aujourd'hui pour le faire et qu'il faut nous aider en fait à créer cette architecture pour demain aboutir à une plateforme servicielle qui soit évolutive et qui puisse progressivement intégrer l'ensemble des services de mobilité. Hop. Très bien, merci Madame Joyeux. Là, le temps passe et on a quelques questions. Donc, voilà, vous arrivez au bout, parfait. Ouais. Je vous remercie en tout cas pour votre intervention. Et comme je vous disais, j'essaie d'accélérer un peu. On a pas mal de questions. En fait, j'ai raté une première série de questions à laquelle M. Chevreau répond directement par écrit. Toutes mes excuses pour cet oubli initial. Mais pour vous, Madame Joyeux, on a eu plusieurs questions. Certaines peuvent être groupées, je pense. Il y a une première qui vous questionne en fait sur l'organisation interne en région. Quelles équipes sont mises en place pour la gestion de ce MAS et quelle gouvernance est également mise en place pour la gestion de ce service au sein de la région? C'est une excellente question. Pour gérer Destinéo, on a une personne. Pour gérer la distribution, on a une personne. Pour gérer la centrale de mobilité, on a une personne. Pour gérer le SI, on a une directrice de projet, le SI transport, pardon, système d'information transport. On a une directrice de projet qui travaille avec une chef de projet données. On a aussi une assistance technique spécifique pour le transport, pour les données transport avec une plateforme de 4 personnes. Donc, c'est assez… tout l'enjeu est là, justement, d'organiser la gouvernance et d'organiser les moyens. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui travaillent sur l'ensemble de ces sujets. Je ne saurais même pas vous dire combien, mais je dirais au moins 25. Et tout l'enjeu, aujourd'hui, c'est justement de trouver la bonne organisation et de trouver la bonne organisation en interne et techniquement pour pouvoir aboutir à un MAS. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on essaie tant bien que mal de se coordonner vers une vision commune, mais on a besoin d'accompagnement aujourd'hui. On est là-dedans justement pour définir la bonne gouvernance et la bonne organisation. Alors, je dévie un petit peu. Que la gouvernance d'un SIM, ce n'est pas la gouvernance d'un MAS. Bien sûr. Il y a plusieurs niveaux.
Très bien. Merci déjà pour ces premiers niveaux de réponse. Là, je vais essayer de condenser plusieurs questions qui vont un peu dans le même sens, liées à l'usage des données des recherches d'itinéraires et les mesures d'usage des utilisateurs du service. Est-ce que ces données sont également utilisées pour améliorer l'offre de services de transport? Et est-ce que ça vous permet également d'être utilisé pour faire du prédictif sur les fréquentations et d'avoir des précisions en fait, sur les attentes spécifiques de la clientèle? Alors, c'est vrai que pour… En gros, l'exploitation des datas qui est derrière, quel usage vous en faites au service, je pense, de l'amélioration du service global de transport et probablement de la mise en place d'infrastructures de mobilité. Alors aujourd'hui, on n'utilise pas les données de recherche d'itinéraire pour améliorer l'offre. On a d'autres outils qui nous permettent de le faire. On a des études sur la fréquentation, études sur la qualité de service, la satisfaction usagée. Donc aujourd'hui, c'est plutôt via ces canaux-là qu'on va réfléchir à l'amélioration de l'offre. Pour l'instant, on fait pas le lien entre les données issues de la recherche itinéraire ou du calculateur d'itinéraire. D'accord. Et ce n'est pas dans l'ambition à terme du service des signaux. Ça pourra tout à fait l'être. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Très bien. Ben, merci beaucoup en tout cas pour votre réponse et vos compléments d'information. Je vous invite à consulter le chat s'il y a certains éléments pour lesquels vous souhaitez apporter des précisions par écrit. Maintenant, le temps passe vite, donc je souhaiterais passer la main à Monsieur Félix Legendre. Je vous invite, Monsieur Legendre, à projeter votre diaporama qui devrait arriver et à activer votre micro. Voilà, on vous voit, on ne vous entend pas encore. Voilà. Là, bonjour à tous. C'est bon. Alors, Monsieur Legendre. Normalement, c'est bon, vous m'entendez? On vous entend, on vous voit, il ne manque plus que votre présentation, votre partage d'écran. Et on sera au top. Alors, ça arrive, on voit votre écran. Il n'y a plus qu'à le mettre en diapo. Oui, voilà. Ok. Très bien. Et ben, c'est parfait. À vous de jouer. Alors, pas d'inquiétude, comme je suis le dernier intervenant, je serai relativement bref. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites que je partage tout à fait, notamment la présentation de Laurent Chevreau. Donc, je ne vais pas redire ce qu'il a déjà dit. Très bien. Je suis en charge du marketing pour le réseau Irigo, donc c'est le réseau d'Angers-Loire Métropole. Donc, c'est agglomération de 300 000 habitants. Et donc, je suis en charge de la conception des services de mobilité et de la relation avec les voyageurs. Donc, ça comprend notamment les aspects d'aide aux voyageurs via les outils digitaux. Donc, c'est pour ça que je vous parle du MAS aujourd'hui. Les trois convictions principales de RATP Dev sur le MAS aujourd'hui, c'est d'abord que la collectivité doit être un acteur central. Donc ça, j'y reviendrai, mais pour que tout ce qu'on a évoqué, tout ce qui a été évoqué jusque-là dans les présentations puisse être fait, un point de départ important, c'est la volonté politique de faire se rejoindre différents services clés du territoire, au premier rang desquels, deuxième conviction, les transports en commun. Donc, ce que je serais tenté de dire, c'est que si masse il doit y avoir sur un territoire, les transports en commun doivent être la colonne vertébrale de ce service. Notamment parce que c'est nous qui avons la capacité de transport la plus importante une fois qu'on met la voiture individuelle de côté. Donc, la voiture individuelle, aujourd'hui, c'est 70 ou 80% de part modale sur le territoire. Mais si on sort de ce modèle-là, la première option, c'est les transports en commun. Et puis, la dernière conviction, c'est que quand on parle de masse, il ne faut pas oublier le volet serviciel et notamment l'accompagnement physique des personnes. Quand on parle de faire se rejoindre le parking, les services d'autopartage, les transports en commun, etc., les vélos en libre service, un point qu'on a tendance à laisser de côté, c'est qu'est-ce qui se passe si les gens ont une question, qui est-ce qu'ils appellent? Et donc, répondre à toutes les sollicitations, savoir qui répond au téléphone, c'est un enjeu opérationnel du quotidien qu'il ne faut pas perdre de vue quand on commence à parler de déploiement du MAS sur un territoire. Je passe rapidement sur en quoi le MAS répond à la fois aux besoins des voyageurs et aux besoins des agglos, parce que je pense que ça a déjà été bien dit par M. Chevreau, donc je passe sur cet aspect.
En termes d'architecture de service, ce qui me semble intéressant de vous partager, c'est la structure, l'architecture technique qui est derrière le MAS. Donc, le point de départ, c'est le compte utilisateur qu'on cherche à enrichir du plus grand nombre d'informations possible. Un bloc sur lequel nous, à Angers, on est allé assez loin aujourd'hui, c'est la réservation et le paiement. Alors, on a surtout poussé ce curseur-là sur la partie transport en commun. On a dématérialisé déjà en grande partie l'achat et la validation des titres. Donc, aujourd'hui, vous pouvez acheter un titre unitaire ou un abonnement de façon 100% dématérialisée sans vous déplacer. Vous pouvez valider un titre en M-Ticket en scannant des QR codes. Donc, ça, c'est des solutions d'Airweb qui sont connues et déjà utilisées sur d'autres réseaux. Et on va bientôt pouvoir laisser le choix entre avoir son abonnement sur sa carte billettique ou sur son téléphone mobile. On sait déjà le faire techniquement. Il n'y a pas d'obstacle technique sur cet aspect-là. Il y a uniquement des questions de suivi des données opérationnelles. Mais techniquement, sur ce qui est dématérialisation de la partie transport en commun, on peut aller tout au bout du parcours. Il n'y a pas de réserve là-dessus. Et on s'apprête à lancer l'Open Payment en 2022. Donc, la boucle sera bouclée. Il n'y aura plus de freins dans l'accès à nos services. Sur l'aspect calculateur multimodal, on a intégré déjà les temps de transport voiture, transport en commun, l'accès au stationnement et puis aussi les trajets vélo. On a intégré le module de calcul de GeoVélo. Non seulement le calcul itinéraire, mais aussi le guidage GPS en temps réel. Et puis ensuite, il y a tout le bloc des informations et des alertes infotrafic qui sont rattachés au compte utilisateur qui apportent des services complémentaires aux voyageurs. La structure technique derrière ce service-là, elle est commune à d'autres réseaux. On a en bas, là, tout en bas, la ligne du bas, on agrège toutes les données disponibles. Donc, ça passe par la plateforme Open Data du territoire, que nous alimentons aussi en retour. Un outil back-office qui est géré par Instant System, qui agrège toutes ces données pour proposer les itinéraires et apporter toutes les fonctionnalités d'achat et de validation en intégrant des briques techniques d'autres acteurs comme Airweb. Et ensuite, une interface d'utilisation dans l'application ou sur le site web qui utilise toutes les données du back-office et qui les met à disposition des clients. Il y a tout un volet parallèle qui est le volet CRM où on vient rajouter des briques de services supplémentaires avec de l'infotrafic en temps réel par SMS, par mail ou par bandeau sur l'application mobile, des services de suivi des réclamations, des services d'envoi de newsletter email, etc., etc. Donc, toute la brique servicielle qui vient compléter l'application mobile. Derrière ça, il y a aussi le fait qu'on répond au téléphone quand les voyageurs ont une question sur l'un ou l'autre des services qui sont proposés dans l'application. Je passe rapidement là-dessus. Donc, aujourd'hui, le MAS Irigo, il est très poussé, on va dire, sur la partie TC. Il est naissant, enfin, il est déjà bien installé sur la partie vélo et il est pour l'instant en attente sur les autres services du territoire pour des raisons que je vais expliquer après. Mais en tout cas, sur les fonctionnalités qui sont lancées aujourd'hui, on a des résultats qui sont vraiment, vraiment encourageants. Le M-Ticket, aujourd'hui, c'est un peu plus de 40 000 € de recettes mensuelles. C'est entre 8 et 10% des recettes de tickets, donc entre 8 et 10% des recettes occasionnelles, on va dire. Donc, c'est vraiment encourageant à date. Ça fonctionne bien, c'est bien intégré dans l'application. Alors après, est-ce que... je pense que c'est encore un peu tôt pour parler de MAS de la même façon que c'est développé à Grenoble ou dans d'autres villes que Laurent Chevreau a donné un exemple. Mais en tout cas, sur les socles qu'on a mis en place aujourd'hui, ça fonctionne bien et c'est fluide pour l'utilisateur. Les derniers éléments que j'aimerais partager, c'est vraiment donner un retour terrain à l'ensemble des participants qui sont présents, surtout si on a des académiques, des gens qui ont du temps pour réfléchir sur le sujet et apporter des réponses à des problèmes concrets. Il y a 3 éléments, je pense, qu'il faudrait débloquer pour que le MAS angevin se rapproche de modèles grenoblois, par exemple, ou d'autres villes qui ont été données. Le premier, c'est que le MAS soit un projet politique fort. Donc, on ait comme volonté forte de rapprocher des solutions de la gestion du parking, par exemple, d'un
de la mobilité, transport en commun ou autopartage ou vélo. Ça, c'est le premier aspect, parce que typiquement, le stationnement, c'est un élément qui est extrêmement déterminant dans le choix que les habitants font dans leur mode de mobilité. Donc, aller chercher le stationnement et l'inclure dans les plateformes, c'est, je pense, un bon levier de travail. Le deuxième aspect, c'est d'unifier les parcours clients. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect technique, effectivement. Comment on intègre les spécificités de chaque service dans un seul et même service, tout en gardant une expérience qui est fluide, parce qu'évidemment, on peut faire la course aux briques techniques et faire des démonstrations techniques, mais ensuite, si c'est impossible de se repérer dans l'application, on n'atteint pas vraiment l'objectif. Typiquement, intégrer le covoiturage dans une application mobile, c'est complexe. C'est peut-être le service qui est le plus difficile à intégrer si on veut l'intégrer de bout en bout. Et puis surtout, l'aspect sur lequel j'aimerais insister là, dans les 2-3 minutes qui me restent, c'est l'aspect modèle d'affaires. Donc la loi d'orientation des mobilités et son article 28 donne un bon coup de boost au projet d'intégration des différentes mobilités. On voit bien, nous, dans nos échanges, notamment avec les employeurs du territoire, que s'appuyer sur la LOM, la LOM est un bon support pour nous pour dynamiser nos relations avec les employeurs sur le thème de la mobilité. Et on accompagne déjà plus d'une dizaine de gros employeurs du territoire sur le thème de la mobilité. Mais la LOM pose aussi plusieurs questions opérationnelles concrètes, et notamment en termes de modèle d'affaires. Alors, il y a 2 cas principaux sur lesquels j'aimerais insister. C'est dans un sens ou dans l'autre, d'une certaine façon. Le premier cas, c'est celui où nous, opérateurs de transport en commun, on intègre un autre service de mobilité du territoire. Et le deuxième cas, c'est dans l'autre sens, si d'autres acteurs ou des services numériques nous intègrent dans leur plateforme. Alors, sur le premier cas, la difficulté aujourd'hui, elle n'est pas tellement dans la répartition, dans le modèle de recettes, dans la répartition des recettes, elle est plutôt dans la pertinence pour les clients, la pertinence pour les habitants du territoire, et ensuite dans l'intégration technique. Donc, la question qui se pose pour aujourd'hui un opérateur de vélo ou de trottinette libre-service comme Pony à Angers, c'est est-ce qu'ils ont envie et est-ce qu'ils pensent que c'est utile dans leur business, dans leurs objectifs business, de rendre disponible leur trottinette et leur vélo libre-service dans l'application Irigo, typiquement. Donc ça, c'est une question de stratégie commerciale. Est-ce qu'ils ont besoin de ce canal de distribution supplémentaire? Et puis derrière, il y a des questions d'investissement technique. Quel est le coût pour eux et pour nous, sachant que c'est faussement simple, c'est-à-dire c'est assez facile d'afficher l'emplacement des trottinettes sur une carto dans plein d'autres applications que leur application à eux. Après, déverrouiller une trottinette ou un vélo par un système Bluetooth en utilisant leurs algorithmes, en utilisant leurs clés à eux, c'est pas si simple techniquement. Et dans les dernières discussions qu'on avait eues, c'était pas possible encore. Donc ça, c'est des points qui sont à creuser. Mais c'est pas si simple à travailler. Et puis le deuxième cas, donc là, c'est vraiment la LOM qui a mis ce sujet sur la table, c'est comment ça se passe quand un service numérique tiers, alors la LOM les appelle les services numériques de mobilité, mais derrière, c'est un Citymapper, un Google Maps, un MyBus pour des acteurs français et de taille plus petite. Qu'est-ce qui se passe quand un service numérique de mobilité veut intégrer la vente de titres transport en commun dans son appli? Alors là, ça pose plein de questions. Et pour le coup, des questions commerciales et des questions de business model. La première difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, plus on rajoute des échelons entre nous et le client, plus les commissions s'ajoutent. C'est-à-dire que nous, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut vendre des titres de façon dématérialisée, c'est le partenariat qu'on a avec Airweb, qui est un acteur bien connu sur le territoire français, qui travaille très bien et qui fonctionne, et ce qui me semble logique, et je pense que c'est le meilleur modèle pour aligner les intérêts, qui fonctionne sur un système de commission. Donc, plus le M-Ticket, plus notre e-boutique capte de vente, plus les commissions qu'eux reçoivent sont importantes. Parce que là, tout va bien. Ce qui se passe, c'est que si on veut s'intégrer dans un autre distributeur numérique, quel qu'il soit, la question, c'est comment ce deuxième distributeur va se payer. Alors, s'il se paye avec des commissions,
là, on a une difficulté, c'est que leur commission vient s'ajouter à la nôtre ou à celle d'Airweb, comme vous voulez. Donc, ça fait une commission supplémentaire. Donc, cette commission, nous, en tant qu'opérateurs, il nous semble assez anormal de la payer, dans la mesure où on n'a pas besoin, nous, de ces distributeurs tiers pour vendre nos titres. Hein. L'objectif, enfin, la difficulté d'accès, ce qui fait qu'on ne capte pas autant d'utilisateurs qu'on pourrait en capter aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a trop d'obstacles entre les gens et l'achat du titre de transport. Parce qu'avec l'open payment, avec le M-Ticket, il n'y a plus d'obstacles. Donc, le ratio, enfin l'intérêt, le retour sur investissement pour nous, opérateurs, de payer une commission à un acteur tiers pour vendre nos titres, pour moi, l'intérêt, il est modéré. Donc, je n'ai pas d'intérêt à payer cette commission. Si ce n'est pas l'opérateur qui la paye, qui la paye? Donc, est-ce que c'est l'agglomération? Donc, ça, c'est un choix politique à ce moment-là. Est-ce qu'ils sont prêts pour s'intégrer dans d'autres solutions numériques que celle de l'opérateur à payer une commission supplémentaire? Ce n'est pas si simple. En tout cas, ce n'est pas évident à date. Ça, c'est le premier sujet. C'est le sujet des commissions. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, donc c'est possible techniquement, mais qui paye cette facilité d'accès supplémentaire au service, quoi, si tant est que le vrai sujet soit celui de la facilité d'accès. Et ensuite, la question, c'est comment ces distributeurs numériques tiers se payent. S'ils ne se payent pas avec des commissions, l'autre modèle, la deuxième façon pour eux de se payer, c'est d'engranger des clients et de numériser les données, enfin de monétiser les données. Donc, ça veut dire qu'ils vendent nos titres sans prélever de commission. Okay, donc, ils constituent une base de clients qui est importante, potentiellement importante. Elle est potentiellement très importante si on imagine que c'est un Google qui se positionne de cette façon-là. Ils vont capter des ventes de titres sans commission, donc ils ne se payent pas de cette façon-là. Et ensuite, une fois qu'ils ont la relation avec les clients, ils monétisent cette base de données d'une façon qui reste à définir, mais qui pose plein d'autres questions, parce que ça veut dire qu'un Google arrive sur le territoire, ils vendent des titres de transport à marge zéro, et on imagine qu'une fois qu'ils ont constitué une base de clients suffisante, ils trouvent un moyen, et ça on peut leur faire confiance pour le trouver, ils trouvent un moyen de monétiser la base client qui est la leur pour gagner de l'argent. Voilà. Donc ça pose d'autres questions, notamment des questions de souveraineté. Voilà rapidement ce que je souhaitais partager comme message. Alors, sur ces aspects-là, je suis ouvert s'il y a des questions. Mais c'est ces questions de modèle d'affaires qui me semblent des bons sujets de recherche académique s'il y a des académiques dans le public. Voilà. Il y en a. Mais merci beaucoup, Monsieur Legendre, pour cette présentation et puis ce soulèvement là, de questions quand même assez fondamentales et importantes pour le déploiement de tous ces modèles. Ce que je vous propose, avant de répondre aux questions-réponses, on va vous communiquer un petit sondage, vu que je sais que l'heure avance, probablement que vous commencez tous à avoir faim. Un petit sondage sur le webinaire. Je vous invite à y répondre en même temps que je vais remonter les questions que vous auriez pu poser. Ben voilà, je pense que ça s'affiche chez vous. Je vous laisse en prendre connaissance et y répondre. Et moi, je vais vous remonter quelques questions qui nous sont arrivées. Alors, une première qui était sur vraiment une demande de précision sur quels sont les modes, et là, singulier pluriel, qui sont gérés par la partie réservation à l'avance du dispositif. Et moi, je pense que je peux compléter ça sur la notion d'accès au stationnement. Vous avez parlé tout à l'heure de la prise en compte du stationnement, que c'est important dans des solutions intermodales. Est-ce que vous prenez en compte et vous réalisez les réservations de places de stationnement? Parce qu'on voit bien qu'il est toujours pertinent de savoir qu'on peut se garer, mais pouvoir se garer et se garer, c'est pas toujours pareil. Au même titre qu'on sait que dans des trains, on peut mettre des vélos, mais on ne peut pas forcément réserver les emplacements vélos. Et donc, est-ce que vous gérez en fait cette partie réservation et sécurisation de cette place de parking, et quels autres modes de transport sont gérés sur les réservations à l'avance du dispositif? Non, alors ça doit être une coquille parce que ce n'est pas une fonctionnalité qu'on propose aujourd'hui. La réservation à l'avance sur les parkings, on ne le propose pas. En revanche, on indique le nombre de places disponibles sur l'ensemble des parkings de l'agglo en temps réel. Voilà. Donc, on donne l'information, mais on n'a pas de réservation à l'avance. En revanche, on intègre le temps d'accès au stationnement dans le temps de
d'itinéraire complet. D'accord. Donc, à ce stade, on ne peut malheureusement pas encore sécuriser l'accès à cette place de parking à l'avance. Elle est censée être disponible. Voilà, d'accord. Très bien. Et donc, il y avait des demandes de précision sur quels sont les modes qui sont gérés dans la partie réservation à l'avance. Je pense que c'est en gros l'intégralité des modes de transport. Alors, en fait, ça, si vous voulez préciser votre question éventuellement. C'est fait dans d'autres réseaux RATP-Dev, mais pas à Angers. Le modèle MAS le plus avancé pour RATP-Dev, c'est à Annemasse, dans la région frontalière avec la Suisse. Donc voilà, c'est ce modèle-là qu'il faut investiguer pour voir les fonctionnalités les plus avancées qu'on propose. Ce n'est pas encore proposé à Angers. Très bien, merci. Et, alors, je vois qu'il y a une autre question qui interroge sur la possibilité d'utiliser, je pense, je vais essayer de résumer ça, la possibilité d'utiliser le MAS pour des services de logistique urbaine. Est-ce que c'est des évolutions qui pourraient venir, notamment pour la livraison du dernier kilomètre et optimiser l'intermodalité de ces livraisons? Là, moi, je vais compléter à titre personnel. Je crois qu'on a des dispositifs maintenant de livraison de colis qui existent entre particuliers, un peu comme un covoiturage. Et est-ce que dans l'avenir du déploiement de votre service, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Est-ce que c'est un axe de développement ou c'est encore prématuré et ce n'est pas votre priorité? C'est une bonne idée prospective. Après, ce n'est pas encore dans les pistes de travail parce qu'il y a déjà tellement à faire sur le cœur de métier et les autres services de mobilité que cette piste-là n'est pas encore mise en route. Mais c'est une bonne idée, c'est sûr. On pourrait imaginer, enfin, je devine que les contraintes techniques de liaison entre différents modes ne doivent pas fondamentalement changer pour de la livraison, quoi, mais après, oui, tout dépend de ce dont on parle. Après, le bon critère de choix, je pense, c'est aussi ce que disait Laurent Chevreau sur le positionnement du MAS et les cibles du MAS. Tout dépend de à qui on s'adresse. Si on s'adresse aux entreprises ou aux familles, on ne va pas avoir le même focus en termes de fonctionnalité. Moi, j'aurais tendance, en tout cas sur le territoire où je suis à Angers, j'aurais tendance à pousser du MAS sur des trajets domicile-travail parce qu'on a lancé une expérimentation avec Klaxit sur du covoiturage. On voit que ça fonctionne bien. On voit que ça prend rapidement, surtout dans un contexte où l'essence coûte plus cher. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler avec les entreprises et en plus, on touche rapidement un grand nombre de salariés. Voilà, le CHU d'Angers, c'est 7000 salariés. Donc, quand vous vous déplacez au CHU, c'est jamais inutile. Et là, on a une chance de faire reculer l'autosolisme par ce biais-là. D'accord. Très bien, merci. Et alors, il n'y a plus de questions remontées dans le chat, mais moi j'en avais une. À la fin, vous avez exposé le deuxième cas de figure que vous exposiez en prenant l'exemple de Citymapper et le modèle économique derrière de rémunération d'un opérateur tiers qui viendrait remonter vos offres. Ça, c'était très clair sur les questions de modèle économique que vous avez soulevées et qui sont bien évidemment clés et qui sous-entendent une problématique ou un dilemme peut-être en tout cas sur l'usage des données et du coup vous commencez à alimenter effectivement de la data auprès d'opérateurs dont on ne sait pas ce qu'ils potentiellement peuvent en faire et qui ne sont pas sous le même on va dire statut légal, le même environnement réglementaire. Et ma question est un petit peu en lien. Est-ce que dans l'intégration de ces ventes par des tiers, est-ce qu'il y a une notion de responsabilité légale de la personne qui vend? Je m'explique. Moi, à titre d'usager, si jamais on prenait l'exemple d'un potentiel ticket vendu par Google dans Google Maps, en gros, si j'ai un dysfonctionnement, vers qui je me tourne? Qui est responsable? Et est-ce que ces questions-là sont déjà bien élaguées ou claires? C'est une bonne question. C'est relativement facile de répondre à cette question. En fait, si c'est le service lui-même qui dysfonctionne, par exemple, s'il y a des retards sur le bus ou le tramway, là, c'est l'opérateur qui est responsable. Ça peut s'anticiper contractuellement. Si en revanche, c'est dans le fonctionnement sur la partie billettique qu'il y a une difficulté, c'est le vendeur qui doit être responsable. Je donne un exemple de quelque chose qu'on a priori tous, qu'on est nombreux à avoir utilisé. Quand on achetait, alors je ne l'utilise plus maintenant parce que je ne suis plus à Paris du coup, puisque je suis à Angers, mais quand j'étais à Paris, j'utilisais beaucoup Trainline pour acheter mes billets de train SNCF.
parce que je trouvais que l'interface digitale était plus rapide, plus simple que Oui SNCF. Quand j'avais un problème de lecture du QR code dans les bornes SNCF et que je montrais l'application Trainline à une personne de la SNCF, il voyait que ce n'était pas l'application SNCF et il me disait « Ah bah, il faut vous tourner vers Trainline ». Ils évacuaient rapidement le sujet. Et en même temps, je le comprends. C'est-à-dire, ce n'est pas possible pour l'opérateur du service de se porter garant de choses sur lesquelles techniquement, il n'a pas la main. Donc là, le découpage est assez clair. D'accord. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie vraiment pour votre temps, la qualité des présentations que vous avez tous effectuées. Et je crois que tout le monde a dû répondre à notre petit sondage. Eh bien, écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps dans ces cas-là. Merci encore à tous et je vous souhaite à toutes et à toutes un très bon appétit et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.